Merci à vous. Merci pour cet accueil extrêmement chaleureux. Merci, merci vraiment. Je suis tellement heureuse d'être là ce soir. J'ai annulé la suite de ma soirée. Donc je reste un moment avec vous. Je veux d'abord saluer vos parlementaires, Roger Gérard Schwarzenberg, Monsieur le ministre, vos autres parlementaires que vous appréciez, que vous respectez, René Rouquet, Jean-Jacques Bridé, Luc Carvounas, Serge Lagauche, il y en a que vous aimez beaucoup, mais qui vous a fait attendre une heure. Le Bouillonnet, oui, non, il m'a dit, je ne sais pas si, bon, c'est moi qui te ramène, je crois. Je dis oui, parce que, voilà, je suis en campagne, pas avec les moyens du ministère, donc, alors, il m'a garanti que c'était encadré, que c'était bien chronométré, que, bon, quand nous avons décollé, je lui ai dit, et quelle est la durée du trajet? Il m'a dit, oh, une petite demi-heure. Je vous raconte tout. Il m'a dit qu'il a l'habitude de venir de Cachan à Créteil, il connaît bien, il fait ça très vite, très bien. Il m'amène à temps, voilà, j'arrive pour le meeting, Laurent parle, je parle, c'est plié, je m'en vais. Il s'est trompé. À l'entrée de Créteil, oui. Moi, quand je dénonce en public. Et devant l'intéressé. De toute façon, je lui ai dit que j'allais le crucifier. Je ne fais pas attendre les gens. Je ne fais pas attendre les gens. Je ne vais pas vous faire attendre. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire monter en moi le désir de vous voir, d'être avec vous et de passer ce moment avec vous. Si c'est ça, je lui pardonne. Donc voilà, vous savez ce que c'est quand on rate une entrée. Je ne raconte pas la suite. Donc je le laisse tranquille pour ce soir. Laurent, venez à côté de moi. Je veux te dire à quel point je suis heureuse d'être venue t'apporter un soutien parce que... Il est généreux, il a organisé ce rassemblement avec les autres têtes de liste. Donc je suis heureuse d'être là ce soir et de dire très clairement aux autres têtes de liste, donc aux autres candidats maires, que je leur souhaite vraiment de tout cœur plein succès parce que je crois que les villes qu'ils envisagent de conquérir ou les villes qu'ils veulent conserver pour les citoyens qui vivent, pour les habitants, pour les administrés comme on dit, il est essentiel, effectivement, comme vient de le dire Laurent, que vous ayez des maires qui conduisent des politiques de gauche. Parce que oui, il y a une différence entre les politiques de droite et les politiques de gauche, il y a une différence entre les doctrines de droite et les doctrines de gauche, il y a une différence entre les choix que font les maires de droite et les maires de gauche, il y a une différence de relation avec les habitants. Je ne suis pas en train de dire que dans ce pays, il n'y a pas un seul maire de droite fréquentable. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je dis que dans une période difficile, où les choix ont une portée politique essentielle, y compris à ce niveau le plus proche des citoyens, il est essentiel que la différence vous profite. Donc, Laurent, à nouveau, tu te mettras au service des habitants de Créteil. Il y a effectivement une différence. Parce que lorsque les temps sont difficiles, et c'est le cas, lorsque les relations sociales deviennent rudes, lorsque chacun soit est fragilisé, soit est inquiet parce qu'il risque le déclassement social, parce qu'il risque d'être vulnérable, parce qu'il a besoin du soutien de la collectivité, qu'il a besoin de la solidarité, alors oui, les choix deviennent encore plus essentiels.
Et ils le sont en cette période, parce que nous sommes au bout d'une dizaine d'années où des choix politiques nationaux ont appauvri la société française, collectivement. Et lorsque je dis que ces choix l'ont appauvri, cela se mesure sur le dernier quinquennat. L'endettement public s'est creusé de 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros d'aggravation de l'endettement public. Le nombre de chômeurs, de personnes, d'individus, de citoyens, de femmes, d'hommes, de personnes qui ont charge de famille, le nombre de chômeurs s'est accru de 1 million de personnes sous l'ancien quinquennat. Ça n'est pas sans effet. Le nombre de travailleurs pauvres a augmenté. Le nombre de personnes disposant d'un revenu inférieur au seuil de pauvreté, c'est-à-dire inférieur par mois à 964 €. Ce nombre a augmenté. Il est passé à plus de 8 500 000 personnes. Parmi eux, 2 millions d'enfants. 2 millions d'enfants pauvres. 2 millions d'enfants qui ne font pas 3 repas par jour. Et oui, une politique de solidarité. Une politique qui privilégie le service rendu aux plus vulnérables. Cette politique-là est encore plus nécessaire lorsqu'on doit corriger, réparer les effets des politiques publiques qui ont produit de tels dégâts. Il est donc essentiel qu'ici, à Créteil, mais dans toutes les villes où les maires sortants sont des maires de gauche, dans les villes où il y a des maires qui ont fait d'autres choix, des fois de prestige, des choix de gaspillage, des choix de caste, de réseau, de corporation. Dans toutes ces villes, il faut que vous vous mobilisiez, ici, mais en parlant aux autres aussi, de façon à ce qu'à la tête de ces villes, que les maires de ces villes soient des personnes qui clairement, dans leur positionnement politique, dans leur choix de valeurs, dans leur choix de politique publique, adoucissent les moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Il nous faut à l'échelle nationale réparer les dégâts de ces politiques publiques dont je viens de vous parler, dans les effets aussi importants. Une dette qui a pratiquement doublé, un taux de déficit qui a doublé par rapport aux engagements européens de la France. Oui, il nous faut réparer. Et j'entends les impatiences. Nous éprouvons nous-mêmes des impatiences. Les contraintes sont lourdes. Et le président de la République, très clairement, a dit qu'il veut préserver la souveraineté de la France. Donc il fait des choix qui préservent la capacité de la France à décider, y compris des sacrifices qu'elle demande aux citoyens français. Il fait des choix qui assurent la crédibilité de la France pour que l'emprunt qui est inévitable, qui est indispensable, ne devienne pas trop coûteux. J'entends les impatiences, parce qu'il est profondément injuste que les citoyens aient à régler la facture du paquet fiscal, du bouclier fiscal, des connivences fiscales, des arrangements avec les nantis. Et aujourd'hui, c'est dans la poche des classes moyennes, c'est dans la poche de ceux qui ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté que l'on vient puiser pour compenser ces 600 milliards de dettes qui ont été creusées durant le dernier quinquennat. Donc c'est profondément injuste. Et là, la vie est vraiment injuste. Mais en même temps, il nous faut redresser le pays. En même temps, il nous faut arriver à faire des efforts. Mais ces efforts ne doivent pas aboutir à rendre encore plus fragiles ceux qui sont en difficulté. Et les choix qui ont été faits par votre maire, les choix qui sont faits par les maires des autres villes, les choix qui sont faits par les candidats tête de liste qui vont à la conquête d'autres villes, ces choix visent à faire attention justement
aux plus vulnérables. Parce que tôt ou tard, celui que l'on laisse sur le bord de la route, tôt ou tard, il nous faudra le rattraper. Il faudra plus d'efforts et plus de moyens si nous l'avons laissé plus longtemps sur le bord de la route. Alors la question des territoires est vraiment une question essentielle. Comment, dans les territoires, les maires organisent la vie commune de façon à donner corps et substance à ces politiques de solidarité, de façon à faire en sorte qu'au plus près des citoyens, toutes les initiatives soient prises pour garantir à chacune, à chacun, de développer ses propres chances. Parce que chacune, chacun a ses propres capacités, a ses propres ressources, a ses propres talents. Mais la collectivité doit créer les conditions pour que chacune, chacun découvre, soit assuré de ses propres ressources, soit assuré de ses propres talents, et soit mis en capacité de construire sa destinée personnelle sur la base de ses propres capacités, de ses propres ressources, de ses propres talents, mais dans la vie commune, ensemble, avec les autres. Et ce sont ces choix-là que tu as fait, Laurent, à Créteil. Et c'est pour ça que tu as une ville aussi dynamique, dont je profite moi-même. Combien de fois je suis venue au spectacle ici? Dont je profite moi-même, une ville dynamique, où les services publics sont revigorés par l'action de la collectivité, de la mairie. Les services publics qui sont essentiels pour assurer l'égalité sur l'ensemble du territoire. Essentiels. Les services publics sont la condition d'exercice de la citoyenneté. L'enjeu des territoires est donc de savoir comment, par l'action publique au plus près des citoyens, comment les maires font des choix pour que, dans la limite de ce territoire, les conditions de vie commune soient assurées pour chacune, chacun des citoyens. Et oui, il y a des différences entre les politiques publiques de droite et les politiques publiques de gauche. Elles se voient sur les choix en matière de logement. Elles se voient sur les choix en matière d'urbanisme. Elles se voient sur les choix en matière d'accompagnement scolaire. Elles se voient, ces différences, sur les choix en matière d'accompagnement de la petite enfance, de solidarité avec les personnes âgées, nos aînés. Elles se voient dans toutes les activités du territoire municipal. Et si, à Créteil, comme dans les autres villes, vous percevez bien ces différences, c'est bien parce que vos maires choisissent d'arbitrer et de renoncer à d'autres dépenses qui peut-être seraient plus gratifiantes, qui peut-être seraient plus visibles, mais qui ne correspondraient pas aux valeurs qui les animent. Et oui, les politiques municipales sont susceptibles soit d'amortir les inégalités qui se sont développées ces dernières années, les injustices qui ont prospéré ces dernières années. Oui, les politiques municipales peuvent soit amortir ces inégalités, ces injustices, soit les réduire, soit les aggraver. Les choix de politique municipale peuvent aggraver ces injustices et ces inégalités. Et la différence essentielle entre les politiques de droite et les politiques de gauche, c'est que la gauche s'est donnée pour mission, historiquement, de combattre les inégalités, de combattre les injustices. Les anciennes et les nouvelles, celles qui surgissent du fait de nouveaux modes de vie, de nouvelles contraintes, de nouvelles difficultés. La gauche se donne pour mission, pour idéal, de combattre ces injustices et ces inégalités, de permettre à chacune et à chacun de vivre pleinement sa citoyenneté. Et lorsque les politiques municipales, comme celles qui sont conduites ici à Créteil, veillent à la mixité sociale, à travers le logement, à travers les diverses activités de la ville, à travers les accompagnements multiples, à travers la politique culturelle, veille à la mixité sociale, permettre que
tels que nous sommes là, divers, comme je vous ai sous les yeux, nous puissions vivre ensemble, participer ensemble à la construction du destin commun. Lorsque ces politiques sont fondées donc sur le principe de la mixité, sur celui de la solidarité, ces politiques municipales, au contraire, comme ici à Créteil, comme dans les autres villes, ces politiques municipales permettent que nous vivions ensemble. Et nous devons nous dire, il y a quelque chose de laborieux, il y a quelque chose d'obstiné, il y a quelque chose de pugnace dans cette façon dont les maires ont de faire en sorte que dans la vie de leur commune, chacune, chacun sente qu'il participe à l'œuvre commune. Il y a quelque chose d'obstiné à ne pas participer à la destruction du lien social, à ne pas participer à la pulvérisation du tissu social. Or, nous avons à recoudre tout ce qui a été déchiré ces dernières années. Et si nous étions indifférents à ces injustices et à ces inégalités, si nous les laissions se développer, se creuser, nous contribuerions à détruire le pacte républicain. Et je veux vous dire que dans les enjeux municipaux, il y a celui de notre vie commune sur l'ensemble du territoire. Je veux vous dire que la question du pacte républicain, la question de la République, de ses valeurs, de la façon dont nous pouvons affronter l'adversité et nous positionner sur l'avenir qui nous attend, et qui nous attend parce que nous l'aurons dessiné nous-mêmes. La question de la République est une question essentielle. Il y en a qui regardent ça de haut. C'est un luxe. Oui, pour les puissants, c'est un luxe. Pour les personnes installées, c'est un luxe. Pour ceux dans la vie et sans imprévu, c'est un luxe. Mais pour cette génération qui regarde la vie sans savoir ce qu'elle lui réserve, la République est le bien le plus précieux. Aucune génération ne peut ni grandir, ni fleurir, ni s'épanouir si elle n'a pas un idéal. Nous, les adultes, nous avons le devoir d'aider les générations qui montent à se définir et à se choisir un idéal. Nous avons eu le nôtre, nous, les vieilles et les vieux comme moi. Nous avons eu le nôtre. Parfois d'ailleurs avec des enchantements, mais nous avons eu un idéal. Et nous l'avons encore. Si vous êtes là aussi nombreux, c'est parce que vous l'avez encore. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas de fatalité à l'état du monde. Et vous pensez aussi que nous ne sommes pas innocents de l'état du monde. Et que ou bien nous nous en accommodons, mais nous aurons à en répondre un jour ou l'autre. Ou bien nous choisissons de le transformer. Oui, nous pouvons choisir de le transformer. Plusieurs générations ont rêvé de transformer le monde. En tout cas, nous pouvons choisir de le modeler, de choisir à quoi il va ressembler, de décider d'en dessiner les contours et le contenu, et d'agir sur les règles, et d'agir sur la vie. Nous pouvons choisir soit de subir le monde, soit de construire un monde
qui nous ressemble. Et nous avons le devoir d'entraîner les générations qui montent à se dire oui, nous pouvons et nous devons choisir le monde dans lequel nous allons vivre. Alors ce n'est pas un luxe de parler de la République. Non seulement ce n'est pas un luxe, mais je vais vous dire que pour moi c'est une délectation. Je veux dire que pour moi, je vais vous dire que la République est le bien le plus précieux de ceux qui n'ont rien, mais qui ont la richesse de ceux qui sont, qui ont la richesse de ceux que leur lèguent, ceux qui ont des responsabilités avant eux. Cette République-là, j'aime en parler. Et je vais vous en parler ce soir. En France, elle est indivisible. Elle est indivisible. C'est-à-dire que moi, vous, la République, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire que chaque chose que nous faisons, chaque fois que nous agissons, nous savons que nous agissons pour nous-mêmes, et nous agissons pour tous. Nous savons que la collectivité veille sur chacune, chacun de nous. Et nous savons que nous avons le devoir, nous, de faire en sorte que la collectivité soit suffisamment forte pour veiller sur nous et pour veiller sur tous. La République est indivise. Nous participons à l'écriture du destin commun. Nous participons à la vitalité du destin commun. Nous répondons de l'état de notre société. Elle est indivisible. Moi pour vous, vous pour moi. Elle est laïque. Elle est laïque. Alors, l'histoire de la République laïque était une histoire vive, compliquée, virulente. Lisez les débats de l'époque. Le petit père Combes, Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson. Ça m'a fait un drôle d'effet. Aristide Briand. Lisez les débats. Passionnant. Parce qu'on en retient la lutte anticléricale, la séparation des églises et de l'État. Mais à l'époque, il y avait une église organisée en clergé, c'est-à-dire un vrai pouvoir spirituel et temporel. Je ne parle pas de la croyance, je ne parle pas de la religion, je suis en train de parler de l'institution. Dans le respect des croyances et des religions. Je suis en train de parler des institutions. Un clergé qui constitue un pouvoir. Tous les siècles qui précédaient, le pouvoir suprême, c'était le Vatican. Vous savez que tous les royaumes d'Europe, consentaient à l'autorité suprême du Vatican. Les rois se référaient à des bulles papales, ils demandaient l'autorisation du pape avant d'agir, avant de prendre un certain nombre de décisions, et notamment pendant tous les empires coloniaux, ils sollicitaient l'arbitrage du pape lorsqu'il y avait des rivalités entre puissances européennes. Donc l'autorité, le pouvoir émanait du Vatican, et l'Église catholique était la mieux organisée avec son clergé, donc constituait un pouvoir en tant qu'institution. Donc le combat pour la laïcité est un combat où ceux qui souhaitent, désirent, exigent la neutralité des institutions se heurtent bien sûr et donc combattent cette institution qui s'impose, qui surplombe les institutions publiques. Dans quel but?
Enfin, l'héritage des Lumières nous dit dans quel but? Le but de faire en sorte que les institutions publiques soient neutres, donc échappent à des influences confessionnelles, mais aussi partisanes, donc économiques et financières, échappent à des influences. Pourquoi? De façon à être au service des citoyens, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs appartenances, quelles que soient leurs conditions de naissance, quelle que soit leur situation économique. Les institutions doivent être neutres de façon à assurer l'égalité des citoyens. L'égalité devant la loi, mais l'égalité dans l'accès aux services publics, l'égalité des citoyens. Et le siècle des Lumières, les débats des Lumières nous enseignent quoi? Nous enseignent d'abord que les sociétés européennes, et singulièrement la société française, s'arrachent à toute une série de déterminismes. Que la société française décide, dans des débats parfois extrêmement vifs, elle décide que ce qui fait lien, ce qui assure la cohésion, ce n'est plus juste l'héritage du passé, ça n'est plus juste un énoncé de dogme ou de commandement, ça n'est plus juste un bloc de tradition, d'enseignement, de postulats, que ce qui fait le lien dans la société, c'est la reconnaissance de la capacité par chacune et par chacun de participer, non pas à la prise en charge de l'héritage, en tout cas pas seulement, mais à l'écriture de l'avenir. À l'écriture de l'avenir. Et ce que disent les Lumières, ce qui ressort de ces débats des Lumières, sur des valeurs d'ailleurs qui existaient, certaines existent depuis la Renaissance, et sur des valeurs qui deviennent prééminentes, ce que nous enseignent les Lumières, ce que nous laissent les Lumières, ce que nous transmettent les Lumières, non pas un mode d'emploi, non pas une recette, non pas des choses figées à appliquer telles quelles, mais d'abord la raison, la capacité de raisonner, l'esprit critique, le droit de tout interroger, le droit de tout mettre en question, n'est pas un droit irresponsable, un droit qui fait que nous sommes non pas simplement des individus, non pas simplement des membres d'une communauté, nous devenons des sujets de droit. Nous devenons des sujets de droit, responsables de nous-mêmes et responsables de tous. Et la laïcité nous dit ceci: nous sommes différents, chacun avec ses singularités, chacun unique, chacune irremplaçable. Nous sommes différents, mais par-delà ces différences, par-delà nos croyances ou nos non-croyances, par-delà nos conditions particulières, sociales, économiques, culturelles, nous pouvons vivre ensemble, non pas en nous déchirant sur des morceaux d'héritage du passé, mais en nous rassemblant dans l'écriture de l'avenir. Et la laïcité, en tant que principe de concorde, nous garantit que, quelles que soient nos différences, nous sommes en capacité d'écrire l'avenir. Et quel est l'avenir de ce pays aujourd'hui? Quel est l'avenir de ce pays? Mais nous devons forcer cette espèce de nuage opaque qui veut faire croire que la société française est une société d'égoïsme, une société de peur, une société de faiblesse, une société désorientée par le désarroi, par l'inquiétude, par l'incompréhension de ce qui nous arrive et de l'état du monde. Mais où prend-on ça?
Où va-t-on chercher ça? Si on veut interroger le passé récent ou le passé lointain, on découvre, oui, qu'il y a eu des peureux, oui, qu'il y a eu des lâches, oui, qu'il y a eu des personnes incapables de se projeter, oui, il y a eu des égoïstes. Mais depuis quand parle-t-il si fort? Depuis quand sera-t-il si nombreux qu'il couvre vos voix, qu'il couvre nos voix? Combien de temps encore allons-nous permettre que les voix qui s'élèvent soient les voix de la peur, les voix de l'égoïsme, les voix de la faiblesse, les voix de l'inquiétude, les voix de l'incapacité, les voix de personnes qui sont persuadées qu'un grand pays comme la France, la 4e puissance du monde, un pays qui a ébloui la terre entière, qui a osé écrire une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a osé interroger le monde entier sur les libertés individuelles et sur l'égalité. Comment se fait-il qu'un pays pareil puisse avoir peur de l'avenir? Nous devons couvrir leur voix. Nous devons couvrir leur voix. Parce que nos voix sont plus belles. Elles disent que notre République est démocratique. C'est-à-dire que nous sommes assez mûrs pour nous donner des lois, des règles et les respecter. Veiller à ce qu'elles soient justes, qu'elles soient généreuses, qu'elles soient solides et à les respecter. Ces règles sont essentielles et nous allons nous battre pour que lorsqu'elles ont été établies, débattues publiquement, contradictoirement, adaptées, contrôlées, vérifiées, qu'elles s'appliquent. C'est-à-dire qu'elle dit très clairement, notre idéal, c'est la lutte contre les injustices et contre les inégalités. Et tous les moyens publics, de la commune jusqu'au gouvernement, tous les moyens publics de l'État central, des services déconcentrés de l'État et de tous les niveaux de collectivité, c'est-à-dire de prise en charge de la décision publique sur la base du suffrage universel, que tous ces moyens doivent servir à assurer la prospérité et à faire reculer les injustices et les inégalités. Et nous devons chacun y mettre du nôtre. Chacun d'entre nous. Nous devons faire en sorte que ces inégalités, ces injustices reculent. Nous devons faire en sorte que cette société retrouve la prospérité. Elle peut retrouver la prospérité. Il y a des choix à faire. Mais nous savons qu'il y a des activités qui ont passé leur temps et d'autres activités qui émergent. Nous devons faire en sorte de retrouver la prospérité. Non pas la richesse tapageuse, non pas l'extravagance de l'accumulation, mais une production de richesse, y compris de richesse, d'intelligence, qui assure les conditions de vivre et d'épanouissement ensemble. Nous devons être en capacité d'assurer tous les services publics qui donnent à chacune et à chacun sa chance. Et chacune, chacun d'entre nous doit et peut choisir la façon dont il s'implique pour le faire. Le temps n'est plus à regarder ce qui se passe. Le temps n'est plus à être passif et à commenter, à analyser. Le temps est à agir. Chacune, chacun d'entre nous peut agir à son niveau, selon ses choix, selon ses propres engagements, dans un parti politique, dans un syndicat, dans une association, dans une vie de quartier. Mais chacun, chacune peut choisir comment il s'engage. C'est à cette condition
condition que nous prendrons notre part dans la vie commune, que nous prendrons notre plume pour marquer de notre empreinte cet avenir commun que nous écrivons ensemble. C'est à cette condition que nous porterons la République et que chacune, chacun d'entre nous se souvienne que c'est face à lui-même, face à elle-même, qu'il répondra, qu'elle répondra de la façon dont elle prend en charge la République. À personne d'autre. À personne d'autre. Les comptes, nous les rendons à notre conscience. À personne d'autre. Parce que, déjà, comme disait René Char, quand même, nous n'appartenons à personne, sinon au point d'or de cette lampe inconnue de nous qui garde éveillé le courage et le silence. Nous n'appartenons à personne, pas nous-mêmes, et c'est devant nous-mêmes, devant notre conscience, que nous devons répondre de la façon dont nous portons la République. Alors, nous avons une situation difficile, incontestablement. Cette situation difficile, notamment dans les territoires, est une situation où, lorsque le pacte républicain se défait, on voit bien comment le présent se retrouve enfermé dans des difficultés qui empêchent chacun d'agir, de se projeter, de rêver. Nous voyons bien comment l'avenir peut être verrouillé. Nous voyons bien comment certains d'entre nous sont assignés à une espèce de destin écrit d'avance. Et ce destin, il est écrit d'interdit, d'impossible, d'exclusion. Et nous ne pouvons pas nous en accommoder. Nous ne pouvons pas nous accommoder de la pauvreté, de l'échec, des discriminations, tu l'as dit Laurent, des exclusions. Nous ne voulons pas nous y habituer. Et si nous ne voulons pas nous y habituer, nous devons agir. Et agir, c'est s'engager. Et nous avons là deux rendez-vous, les municipales et les européennes à venir. Rien n'est écrit. Rien n'est écrit. J'entends toute la journée que les européennes seront un désastre, une bérésina. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Est-ce que vous réalisez que si le succès aux européennes est réservé à un courant de pensée de l'intolérance, de l'exclusion, d'un passéisme complètement improductif, d'un manque total de vision, d'une absolue incapacité à comprendre la France d'aujourd'hui, à comprendre le monde, à agir pour le destin de la France, à agir en Europe, à agir sur le monde. Si c'est ce courant de pensée obscurantiste qui l'emporte, cela veut dire très clairement et très précisément que la France sera représentée en Europe, que la vision que les autres auront de la France en Europe et dans le monde sera une nation qui a tellement prétendu éclairer le monde et qui, pendant de longues périodes, a réussi à éclairer le monde. Que cette nation-là serait représentée à l'échelle européenne et dans les relations avec le monde par des obscurantistes, par des conservateurs égoïstes, par des gens improductifs, infructueux, inféconds, par des gens sans avenir,
par des gens qui ne comprennent rien, qui n'ont aucun désir, aucune volonté, aucun projet, par des gens qui ressassent, par des gens qui croient que dans le passé le plus sombre ou le plus terne, il y a une espèce de puits de bonheur que personne n'a trouvé, que personne n'a jamais vu, mais qu'ils feront ressurgir par simple évocation. Imaginez seulement que si nous n'arrivons pas à refaire monter nos voix afin de faire taire celles qui, depuis plusieurs mois, nous font honte, si nous n'arrivons pas à intimider ces clameurs d'égoïsme, de rejet, d'exclusion, si nous ne commençons pas à le faire sur tout le territoire pour les municipales, et si nous laissons faire aux européennes, imaginez ce qui nous attend. Ou que nous regardions Nombre Gagne, Aimé Césaire, ou que nous regardions l'ombre gagne, l'un après l'autre, les foyers s'éteignent, le cercle d'ombre se resserre parmi les cris d'hommes et les hurlements de fauves. Mais nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre.